Jonathan Walsh, vous revenez justement de Donetsk. Ce matin, une loi d'amnistie et une loi donnant plus d'autonomie pendant 3 ans à ces régions séparatistes et qui a été adoptée donc par l'Ukraine, par le Parlement ukrainien. Eh bien, est-ce que ces lois peuvent changer la donne sur le terrain ? Alors ce projet de loi, car c'est encore un projet de loi, s'il est adopté par le Parlement ukrainien, va clairement graver dans le marbre des concessions importantes de la part de l'Ukraine. Vous l'avez dit, un gouvernement autonome provisoire pour 3 ans dans ces places fortes rebelles de Donetsk et Lugansk, l'amnistie pour les combattants rebelles, sous certaines conditions tout de même, et des élections locales également dans ces régions tenues par l'insurrection pro-russe. Mais cela ne répond pas forcément à la question qui fâche concernant justement ce statut des places fortes rebelles, des rebelles qui ont toujours réclamé une indépendance pure et simple pour Donetsk et Lugansk notamment. Ils ne se sont jamais montrés prêts à des concessions à ce niveau-là jusqu'ici, pas plus aujourd'hui que ces dernières semaines. Et pour aller plus loin, pour permettre à ces concessions du côté de l'Ukraine de vraiment découler sur un règlement du conflit, il va falloir que les rebelles, eux aussi, fassent des concessions, qu'ils acceptent un peu de lâcher du lest. Pour l'instant, encore une fois, ils n'ont pas donné des signes qui permettent de l'envisager. Alors, cessez-le-feu, on l'a dit, extrêmement précaire, mais quand même qui politiquement tient encore. Est-ce que vous avez ressenti les belligérants prêts à lâcher du lest un peu ? Alors, pour être clair, pas du tout. Ni chez les uns, ni chez les autres. Nous avons parlé aux belligérants des deux côtés. Nous étions à Mariupol, qui est convoité par l'insurrection pro-russe, mais qui est toujours aux mains de l'armée ukrainienne, tenue par l'armée ukrainienne. Et là, les soldats de l'armée régulière, à qui nous avons parlé, nous ont tous dit quasiment la même chose, qu'ils étaient prêts à reprendre les combats n'importe quand, et que jamais ils n'abandonneraient finalement la lutte tant que les rebelles n'étaient pas totalement mis hors d'état de nuire et évincés des zones qu'ils tiennent encore. Quelques jours plus tard, nous étions à Donetsk, le bastion pro-russe, et là, un son de cloche identique ou quasiment, et les rebelles nous disent pas question d'abandonner le combat, pas question de faire taire les armes tant que nous n'aurons pas obtenu une indépendance pure et simple. Est-ce que Poutine a encore une influence sur ces séparatistes pro-russes ? Alors, la Russie, elle a indéniablement un rôle très important dans ce conflit. La présence de troupes russes sur le sol ukrainien, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Et sans l'incursion massive de troupes russes ces dernières semaines, l'armée ukrainienne aurait peut-être écrasé l'insurrection à Donetsk et à Lugansk. Donc, évidemment que Vladimir Poutine a un rôle prépondérant dans un règlement politique de ce conflit. Maintenant, plusieurs questions restent posées. Vladimir Poutine a-t-il montré toutes ses cartes ? A-t-il dévoilé toutes ses cartes ? A-t-il des intentions qui n'ont pas encore été dévoilées ? Et puis, a-t-il encore une autorité sur tous les leaders pro-russes ? Est-il capable d'imposer les éventuelles concessions qu'il est prêt à faire, notamment sur ce fameux statut des places fortes de Donetsk et Lugansk ? Certains rebelles se montrent de plus en plus autonomes, on va dire, par rapport aux annonces faites par Moscou. Il va donc falloir voir si Vladimir Poutine, s'il est prêt à le faire, est capable de faire accepter des concessions aux leaders rebelles. Et la population dans tout ça, Jonathan, quelle est la situation humanitaire en ce moment dans ces zones touchées ? Elle est désastreuse. Arnaud. Alors quelques rappels, plus de 2700 morts en quelques mois de conflit, des centaines de milliers de déplacés qui ont fui leur ville, leur village. Les camps de déplacés d'ailleurs se multiplient un peu partout dans l'est de l'Ukraine. Et alors, un point positif tout de même, grâce à ce cessez-le-feu qui est certes très, très fragile, qui est violé tous les jours, rappelons-le quand même, une certaine aide humanitaire. Des bénévoles commencent à pouvoir aller dans ces villes et villages, dans les zones les plus touchées par les combats. Nous avons accompagné des bénévoles dans certains endroits et nous avons pu constater que clairement ces populations vivent absolument coupées du monde. Je parle de celles qui n'ont pas pu ou pas voulu fuir les combats. Ces populations qui sont encore dans ces endroits sur les lignes de front, eh bien elles sont absolument coupées du monde. Il n'y a plus de travail, il n'y a pas d'aide de l'État. L'État ne peut fournir aucune aide dans ces régions et l'aide humanitaire est souvent la seule qui leur est fournie. Merci beaucoup Jonathan Walsh, de retour donc de mission de reportage en terre séparatiste à Donetsk.